L'histoire que je vais vous raconter est pleine de bruits et de fureurs. Il s'agit de l'histoire de la langue française. Je vous propose de revivre avec moi, à travers 10 épisodes d'une demi-heure, les moments forts de ce combat plus que millénaire. Les grandes batailles que nous allons évoquer ne se résument pas toutes à des joutes oratoires. Souvent, il s'agit de luttes violentes et de victoires remportées dans le sang. Mais par-delà cette violence, je souhaite également vous faire partager l'exaltation que l'on peut ressentir pour l'étonnante entreprise qui a fait du français, ce joyau de finesse et d'élégance, la langue que nous parlons aujourd'hui. Au combat en faveur du français ont pris part tous les écrivains illustres qui ont su lui donner son renom et contribuer au rayonnement des valeurs qui font notre culture. À ce combat sont associés aussi tous ceux qui parlent français dans le monde chaque jour, qu'ils soient de France, de Wallonie, de Suisse romande, du Québec, du Maghreb, d'Afrique ou d'ailleurs. À travers ce combat, nous savons, nous sentons qu'il s'agit tout simplement de défendre notre manière de concevoir, de dire et d'écrire le monde. Revendiquer le français comme une langue riche, moderne et efficace, telle est la clé de son rayonnement dans le monde de demain. Tel est aussi le moyen de témoigner en faveur de toutes les autres langues. Voici le célèbre château de Chenonceau, qui est certainement un des plus séduisants de cet ensemble de châteaux Renaissance du Val-de-Loire. C'est un symbole fastueux de cette période Renaissance de l'histoire de France, période très importante, et c'est en même temps une sorte de témoin de l'autorité royale commençant à s'affirmer de plus en plus nettement à cette même période. C'est là la raison précisément pour laquelle j'ai choisi de vous y amener, car cette période est aussi celle où l'autorité royale, par la voix du roi de France, François Ier, commence à s'affirmer en décidant que désormais tous les actes de justice qui dépendent de son pouvoir seront rédigés en langue française. C'est la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, prise par le roi François Ier en 1539, période capitale de l'histoire de la langue française. Une série de fléaux s'abat sur la France vers le milieu du XIVe siècle. Ils vont profondément et durablement marquer les populations. La peste noire fait des ravages. Des villages entiers sont brutalement effacés de la carte. Une succession de mauvaises récoltes entraîne de terribles famines dans le pays. La reprise du vieux conflit avec l'Angleterre déclenche la guerre de 100 ans. Toutes ces calamités s'accompagnent d'une crise de l'autorité monarchique. Devenu fou, Charles VI déshérite au profit du roi d'Angleterre son fils Charles VII, lequel sera rétabli plus tard grâce à l'intervention miraculeuse de Jeanne d'Arc. L'art s'imprègne naturellement de la désolation ambiante et ses œuvres témoignent d'une vision désespérée du monde. La mort qui conduit la danse macabre entraîne dans le néant rois, princes, bourgeois et pauvres gens. Les gisants dépeints au cours des siècles précédents, drapés de sérénité et de majesté, apparaissent désormais la carcasse décharnée, rongée par les vers, comme ce transi d'un réalisme macabre. L'Église se montre impuissante à apporter des réponses spirituelles aux populations désorientées. Le bas clergé, sans formation intellectuelle, connaît par cœur, et bien souvent sans les comprendre, les formules de latin nécessaires à la messe. François Villon traduit cette omniprésence de la mort dans son épitaphe, où il évoque avec un réalisme saisissant la chair dévorée et pourrie, les os devenus cendres et poussière. La pluie nous a bués et lavés, et le soleil desséchés et noircis. Billes, corbeaux nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Ceci est un poème extrêmement célèbre du poète François Villon. Il fut écrit dans la seconde moitié du XVe siècle et il s'appelle, comme vous savez, La Ballade des Pendus.
On le considère parmi les linguistes comme un témoignage excellent de ce que fut le moyen français, au moins dans la fin de la première étape de son histoire. Et à quand remonte en fait la naissance de ce moyen français? Eh bien, en général, les linguistes considèrent que le français médiéval, qu'on appelle aussi souvent l'ancien français, a comme repère à peu près le 9e siècle au début et le 13e siècle, et les avant-dernières décennies du 13e siècle comme terme final, tandis que le moyen français, lui, occupe un peu plus de 2 siècles, depuis cette fin extrême du XIIIe siècle, et puis surtout le XIVe et le XVe, quasiment la plus grande partie du XVe siècle. J'imagine qu'on assiste alors à un renouvellement du genre littéraire. Il y a des œuvres littéraires extrêmement nombreuses et différentes, et on cite en général, pour le français médiéval, le courant épique, des romans chevaleresques, comme la chanson de Roland, ou encore les romans de Chrétien de Troyes. On a toute une littérature plus proche de l'inspiration des masses également, comme le roman de Renard ou le très fameux roman de la Rose, qui eut un immense succès à la fin du XIIIe siècle, vers 1276. Et à tout cela succède, en moyen français, une nouvelle littérature qui est faite, elle, de chroniques, de théâtre religieux, de théâtre comique, de farces, ainsi que de mystères et de sottis. Et sur le plan linguistique? La différence est importante. Pour l'illustrer, je crois qu'il peut suffire de produire un exemple, 2 exemples empruntés à 300 ans de distance à 2 écrivains importants qui sont tous les 2 des chroniqueurs. L'un, c'est Villehardouin, dont j'extrais un passage tiré des chroniques, de la chronique du 1204. Alors c'est évidemment du français médiéval, de l'ancien français, qui est le suivant. Ainsi s'en alla Licuens et autres barons, et furent reçus à grande fête et bonne joie, et se logièrent en l'île Saint-Nicolas. On y voit Licuens, c'est-à-dire le cas sujet de la déclinaison. Il restait encore en ancien français une déclinaison latine avec un cas sujet, un cas régime. Licuens, c'est le cas sujet, le comte, c'est le cas régime. Ensuite, on a une autre différence importante, on a bonne joie, alors qu'on a plus tard, en français moyen, bonne joie. Autrement dit, le on va perdre sa nasalité pour devenir beau, et le e qui se prononçait va devenir muet. On aura donc bonne qui s'écrit avec un e, mais on ne prononce pas le e. On ne dit pas bonne, on dit bonne. Et cela, qui est le français moderne, apparaît déjà en moyen français. Et puis le logière, ce logière donne ce logère, c'est-à-dire que le i, le ie disparaît, comme chef va donner chef. Alors le dernier exemple, c'est celui que je vous ai cité, que j'ai annoncé de Comines, dans lequel on voit, en 1489, le roi, oui se prononçait ouais jusqu'à la Révolution, le roi se vint soir dessus un escabeau, afin que nous puissions oïr ses paroles. Voilà déjà du moyen français, avec toutes les différences que je viens de vous citer qui sont illustrées, et qui est une étape importante vers le français moderne, en passant par le français classique, daté vers 1630, c'est-à-dire quelques années avant la fondation de l'Académie française. Dans quelle région parlait-on le français? En fait, jusqu'au début du XIIe siècle environ, on ne peut pas encore vraiment parler de langue française au sens moderne du terme. Le français va se dégager peu à peu après, et il le fera à partir de divers dialectes, en particulier le champenois, les dialectes qui se parlent au sud-ouest de Paris, vers la région où nous sommes ici même en ce moment, et surtout ce qu'on appelle le francien d'Île-de-France, c'est-à-dire la langue du domaine royal, la France précisément, dont on retrouve la mention dans les toponymes, comme Roissy en France, l'aéroport Charles de Gaulle, c'est-à-dire Roissy non pas dans toute la France, mais Roissy dans le petit domaine royal qui s'appelait alors la France. Si vous regardez cette carte, vous pouvez voir tout de suite que nous avons dans la partie sud de la France des populations qui sont majoritairement usagères des langues d'oc. Lesquelles? Eh bien notamment le languedocien, le limousin, ainsi que le gascon, un vaste ensemble, dont un des dialectes principaux est le béarnais. Il s'agissait ici de langues qui ont été, à partir du XIIe siècle, les modes d'expression d'une très brillante littérature. Nous avons affaire également ici à un certain nombre de langues qui sont très différentes des langues du Nord. Quelle langue parlaient ces gens du Nord? Eh bien, par opposition aux langues d'oc, ils parlaient les langues d'oï, c'est-à-dire une série de dialectes, parmi lesquels le champenois, dont j'ai parlé à l'instant, mais aussi le bourguignon, le berrichon, le normand. En fait, tout ça, c'est un ensemble très hétéroclite. Pour l'époque qui nous occupe, nous avons affaire à un certain morcellement linguistique, en effet, au Moyen-Âge et au tout début du moyen français. Et ce morcellement politique correspond à un relatif affaiblissement de l'autorité monarchique.
Mais je dis bien affaiblissement tout à fait relatif, parce que tout de même, la France est avec l'Angleterre, peut-on dire, le seul quasiment pays important d'Europe dans lequel le pouvoir royal est très très tôt, à partir de Philippe Auguste, on peut dire à peu près pour la France, réalisé une unité politique. Le grand dessein de tous les rois de France sera donc de tenter d'imposer cette autorité par la force à partir du petit domaine francilien qui constitue le seul territoire qu'il contrôle directement. Dès le début du XIIIe siècle, Philippe Auguste annexe la Normandie, la Picardie, le Poitou et l'Auvergne. Grand artisan de cette centralisation du pouvoir, il impose tout d'abord son autorité par les armes. Dans le domaine royal qui s'est considérablement agrandi, il met en place baillis et prévôts qui représentent son autorité. Saint-Louis puis Philippe le Bel poursuivent son œuvre. Il renforce le Parlement, émanation de la cour royale, et lui confie une partie du pouvoir judiciaire. Pour ce faire, le roi s'entoure de juristes éminents, comme le fera Charles V avec ses fameux légistes dans la seconde moitié du XIVe siècle. Il convient alors d'étendre l'administration royale naissante dans tout le reste du royaume, car les vassaux jouissent encore d'une quasi-indépendance. Tout au long du XIVe siècle, d'autres territoires sont rattachés à la couronne. Si la guerre de Cent Ans porte un coup d'arrêt à l'extension de l'autorité royale, le mouvement renaît avec Charles VII. Il chasse définitivement les Anglais hors de France et récupère l'Aquitaine à l'issue de la bataille de Castillon en 1453. 1477, Louis XI triomphe de son grand rival, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Plus pacifiquement, il hérite du Maine et de la Provence en 1481. La Bretagne sera acquise à la couronne après la mort d'Anne de Bretagne, l'épouse de Charles VIII. Cet accroissement graduel du domaine et de l'autorité royale s'accompagne d'une prise de conscience de plus en plus aiguë de l'outil que représente la langue en tant qu'instrument du pouvoir. Dès la seconde moitié de son règne, Charles VII avait, à la faveur précisément de la réorganisation politique, administrative, financière, militaire du royaume, précisé de plus en plus l'importance qu'avait à ses yeux le développement de la langue du roi. Et c'est la raison pour laquelle il souhaitait que les coutumes fussent rédigées afin de donner au pays un code commun. Ah, parce que ce code commun n'existait pas encore ? On ne peut pas dire encore qu'il exista tout à fait, puisqu'il y avait, comme vous savez, une différence entre le Nord, qui était le droit coutumier d'inspiration germanique locale et orale, alors qu'au contraire, le Sud obéissait au droit romain écrit. Dans ce contexte-là, on peut évidemment comprendre à quel point la langue peut apparaître comme un important instrument d'unification et de mainmise, enfin de contrôle politique. Je suppose qu'à l'époque, les sensibilités régionales devaient être exacerbées. Il fallait évidemment ménager les susceptibilités régionales, en particulier dans le Midi. Pour étendre leur pouvoir, les rois durent créer des parlements dans les provinces nouvellement rattachées à la couronne. Mais il faut faire attention à un point important, c'est que seul le roi peut dire le droit et rendre la justice. Les parlements ne sont que des lieux de transmission de son pouvoir dans les provinces. Ce sont des émanations d'autorité royale et par conséquent, ils rendent la justice en son nom. En français ? Eh bien, si les parlements de Bordeaux, de Grenoble, de Toulouse et le Conseil de Provence commencèrent, dès la fin du XVe siècle, à rédiger certains textes en français, la majorité des textes étaient rédigés, cela ne concernait que les arrêts. Les textes qui n'étaient pas des arrêts étaient rédigés en latin le plus souvent et un peu moins souvent dans la langue régionale. Si bien qu'on a affaire à un paradoxe, si étonnant que cela puisse paraître, le français qui est en train, en cette fin du XVe siècle, de plus en plus d'apparaître comme une langue pouvoir politique, une langue de plein droit, est loin encore d'avoir acquis cette reconnaissance à laquelle pourtant il devrait pouvoir prétendre. La mort de Louis XI en 1483 va clore pour la France 10 siècles de Moyen-Âge. L'Europe commence à apparaître comme un territoire dont les frontières sont soudain trop étroites, alors que l'horizon s'élargit avec la découverte du Nouveau Monde. Charles VIII puis Louis XII vont entraîner le pays dans l'aventure des guerres d'Italie. Si les expéditions militaires ont un succès très éphémère sur le plan politique, l'influence sur le plan culturel est fondamentale. Les Français découvrent une Italie en pleine effervescence artistique. Ils vont rapidement s'imprégner de l'esprit de ce grand atelier de la Renaissance, berceau de l'humanisme. Quand François Ier accède au trône en 1515, il marque le début de son règne par une victoire éclatante. Les troupes milanaises et suisses alliées sont écrasées lors de la bataille de Marignan.
En 1516, il arrache au pape Jules II le Concordat de Bologne, qui lui assure la mainmise sur le clergé de France. Pour mieux lutter contre Charles Quint, son adversaire irréductible, il cherche en vain à s'allier avec le roi d'Angleterre, Henri VIII, lors de l'entrevue du camp du Drap d'Or. Le roi développe, avec l'appui de juristes comme Claude de Seyssel, une nouvelle conception du pouvoir royal. Dorénavant, le roi, souverain en son royaume, ne doit rendre de compte à personne, ni au pape, ni à l'empereur. Enfin, inspiré des nouvelles idées qui triomphent en Italie, François Ier fonde en 1530 le futur Collège de France, en opposition à la Sorbonne, peuplée d'ecclésiastiques farouchement attachés au latin. Grâce à cette création d'une nouvelle institution, le Collège de France, très prestigieuse, on peut dire que la langue française prend part à un mouvement général de promotion au sein de l'enseignement. Et on peut également dire qu'en devenant ainsi un instrument d'accession au savoir, le français acquiert une sorte de nouvelles lettres de noblesse. Autant dire une brèche dans quelque chose d'essentiel qui était le monopole du latin, monopole généralisé, ce qui signifie une nouveauté radicale. Enfin, c'est une nouveauté ordonnée et dirigée par un roi. En effet, durant une très grande partie du XVIe siècle, en particulier de Louis XII à Henri II, on peut dire que le français bénéficie d'un appui constant du gouvernement royal. Claude de Seyssel, le conseiller de François Ier puis d'Henri II, s'efforça de convaincre les deux monarques de l'importance pour eux de promouvoir le français comme instrument de diffusion de leur autorité, le français en France comme instrument de leur autorité, au-delà, ainsi que comme instrument pour affermir la conquête militaire. Ce Claude de Seyssel était un humaniste, un traducteur d'ouvrages de l'Antiquité classique. Il a traduit du latin et du grec, notamment Xénophon et Sénèque, et fort de l'appui royal, il souhaitait participer à un mouvement de création d'une véritable littérature en français. Les rois, et en particulier François Ier et Henri II, aimaient la littérature, singulièrement les écrits philosophiques et la poésie. Apparu au XVe siècle en Italie et diffusé en Europe le siècle suivant, l'humanisme replace l'homme au centre de toute préoccupation culturelle, esthétique, philosophique et religieuse. La redécouverte de textes antiques, grecs et latins, conjuguée à la récente invention de Gutenberg, va provoquer un essor sans précédent dans l'histoire de la pensée humaine. Paris et Lyon, ainsi que d'autres capitales européennes, s'équipent de presse à imprimer dès 1470. L'amélioration des moyens de circulation favorise les contacts personnels entre érudits et donne naissance à une république des lettres, dont Erasme constitue l'une des figures marquantes. Il affirme la liberté de l'homme face à sa destinée dans son traité du libre arbitre. Une conception novatrice de l'enseignement, en partie inspirée de l'Antiquité, prône une formation à la fois intellectuelle, morale et physique. Certains collèges, adoptant la méthode, créeront ainsi une nouvelle génération de penseurs. Cette réflexion issue de l'humanisme va être à l'origine de la religion réformée. L'Église catholique romaine, ébranlée, cherche à intervenir, mais il est déjà trop tard. Elle ne peut plus désormais empêcher la naissance du protestantisme. Luther, scandalisé, dénonce avec véhémence la nouvelle prostituée de Babylone. Mais par-delà cette expression anecdotique, c'est une nouvelle spiritualité qui déferle sur l'Europe. Même si le roi est le grand protecteur de la langue française, et si par ailleurs il est, en tout cas au début, bienveillant à l'égard des réformés, ces derniers et les humanistes, parmi lesquels les réformés sont nombreux, vont devoir faire face à un péril absolument redoutable. L'Église. L'Église, en effet. Et pour en avoir la preuve, il suffit de voir ce que l'on écrit contre elle. En 1515, le grand Erasme publie une Enunciatio Primi Psalmi, ouvrage sur l'enseignement de la religion, dans lequel il soutient que la doctrine de Jésus est compréhensible tout autant aux masses qu'aux théologiens. 8 ans plus tard, en 1523, le grand imprimeur Lefebvre d'Étaples, imitant l'exemple qu'avait donné un an plus tôt Luther pour l'allemand, publie une traduction du Nouveau Testament et en introduction, il soutient lui aussi, comme l'avait fait Erasme en 1515, que l'enseignement des évangiles doit être fait en langue vulgaire. Mais j'imagine que ces hommes ont dû payer très cher de prôner de telles idées. Oui, en effet, cette cause a eu ses martyrs. En 1533, Étienne Lecourt est brûlé à Rouen. Plus tard, la même chose arrivera au célèbre Étienne Dolé, auquel on fera reproche, parmi bien d'autres objections,
d'avoir été un défenseur de la langue française. Et les autres, ceux dont vous m'avez parlé tout à l'heure? Eh bien, parmi ceux-là, nous voyons Lefebvre d'Étaples être inquiété un grand nombre de fois. Et quant à Erasme, ses travaux ont été purement et simplement censurés. Et qu'est-ce que l'Église redoutait tellement? Pas seulement l'Église d'ailleurs, en même temps qu'elle, la Sorbonne et la plupart des autres universités. Que redoutaient-ils tous? Eh bien, le fait que promouvoir la langue vulgaire, ce ne fut en réalité une entreprise dirigée par les réformés. Il y avait un lien donc pour l'Église et pour les universités entre défense du français et promotion de la réforme protestante, d'où un acharnement encore bien plus grand contre les deux. Mais quelle justification formulait le clergé pour imposer l'usage du latin? Les plus hautes autorités de l'Église soutiennent, d'une façon à nos yeux tout à fait paradoxale, que la prière la plus efficace est celle qu'on ne comprend pas. Il n'est pas nécessaire donc, disent-ils, pour être un bon croyant, d'entendre le latin. En outre, un argument qu'ils ajoutent, c'est que le français est bien trop pauvre, bien trop dépourvu de majesté, bien trop instable aussi, pour pouvoir accéder à la dignité d'être une langue dans laquelle on donne un enseignement religieux. À cela, que répondaient les écrivains français? La plupart d'entre eux étaient évidemment en harmonie avec cette position favorable à l'usage de la langue française. Cependant, si paradoxal que cela puisse nous paraître, une illustre exception est celle de Montaigne, à la fin du XVe siècle. Montaigne, en effet, considérait qu'il ne faut pas mêler la transcendance vertigineuse du divin avec les choses de la vie qui se disent dans la langue de tous les jours. Ainsi, il écrit « Ce n'est pas une histoire à conter, c'est une histoire à révérer, craindre et adorer. Plaisantes gens qui pensent l'avoir rendue palpable au peuple pour l'avoir mise en langage populaire. » Et ce débat concernait la production littéraire ou l'Église? En fait, dès la fin du XVe siècle, ce débat a été mené aussi dans le domaine de l'administration entre partisans et adversaires de l'usage de la langue française. Plusieurs ordonnances royales se sont succédées depuis la fin du XVe siècle qui attestent que les dialectes et les langues régionales de France apparaissent encore comme des idiomes concurrents du français, tout autant que le latin. L'ordonnance de 1490 laissait le choix entre le français et le dialecte maternel. Celle de 1510 admettait encore l'utilisation des langues régionales. Mais c'est François Ier qui fait le premier pas en faveur de l'utilisation généralisée de la langue royale. Par ordonnance datée de 1535, il préconise l'usage du français dans tous les actes de justice. La situation est mûre à présent pour cet acte décisif d'autorité royale que représente la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, laquelle est l'aboutissement de cette évolution des mentalités que nous avons retracée aujourd'hui. C'est enfin la victoire du français en tant que langue écrite sur le latin et les dialectes régionaux. Oui, en 1539, François Ier achève de supprimer toute passerelle par une mesure vraiment radicale. En effet, désormais, il ne s'agit plus de laisser le moindre choix entre le français et aucune autre langue, quelle qu'elle soit. Nous avons affaire ici, ordonnance de Villers-Cotterêts donc, 1539, à un code de procédure judiciaire en 182 articles qui se présente comme une réforme de la procédure et qui est intitulé Ordonnance du roi François Ier sur le fait de justice et abréviation des procédures. Nous voulons que dorénavant, tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, soit des registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement. On peut véritablement dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus lieu de douter le moins du monde de la volonté royale très ferme de promouvoir le français à l'exclusion de n'importe quelle autre langue. Donc, il est clair que pour le monarque, il s'agit véritablement d'une priorité. S'il avait été question, comme le laisse penser un passage de l'article que je viens de lire, de besoin de clarté, prétendument, alors on aurait dû évidemment admettre, logiquement, que les parties puissent délibérer dans les langues provinciales, dont elles avaient une connaissance bien meilleure que celle qu'elles avaient du français national, pour ne rien dire du latin. Mais en réalité, l'article stipule que désormais, tout acte de justice doit être rédigé en langage maternel français et non autrement. Rien ne parvint à s'opposer à cette décision royale. Ainsi s'achève, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, une étape très importante, une étape d'affermissement d'une monarchie nationale, commencée au XIVe siècle, ou en tout cas, disons, entre les derniers Capétiens et les premiers Valois, étape qui se poursuivra durant le XVe siècle à travers de graves épreuves qui sont celles des guerres, des épidémies et d'autres fléaux. En tout cas, on peut dire qu'au milieu du XVIe siècle, tout comme le pouvoir monarchique, lequel lui-même résistera encore à de nouvelles crises très graves
dans les dernières décennies, dans le dernier tiers de ce XVIe siècle, les crises des guerres de religion, la langue française, elle aussi, est désormais fermement établie comme celle dans laquelle se déroulent toutes les étapes de la vie.